On raconte que, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un homme qui connaissait chaque arbre, chaque rocher et chaque sentier de montagne comme on connaît les pièces d'un jeu d'échecs. Certains l'appelaient le loup des collines, d'autres ne connaissaient même pas son nom. Mais dans les forêts sombres de l'Europe occupée, son ombre suffisait pour semer la panique chez les soldats ennemis. Imagine une nuit glaciale, quelque part en 1943. La lune est cachée derrière un voile de nuages, l'air sent la fumée et la terre humide. Dans un village occupé, des pas résonnent sur les pavés, des bottes de cuir, régulières, inhumaines. À l'écart, camouflé derrière un mur de pierre effritée, un homme observe. Sa respiration est calme. Ses yeux, alertes. C'est lui. Pas d'uniforme officiel, pas de médaille. Juste un vieux manteau militaire récupéré et un fusil usé, qu'il tient comme si c'était une prolongation de son propre corps. À côté de lui, un jeune résistant tremble légèrement. « Tu es sûr que ça va marcher ?» chuchote le garçon. L'homme esquisse un léger sourire. « En guerre, rien n'est certain, murmure-t-il. Mais on ne joue jamais une carte qu'on ne comprend pas. Regarde, écoute, et retient. » Ce soir-là, avec 3 hommes mal armés, il organise une embuscade si précise que, des années plus tard, les anciens du village en parleront encore avec des frissons dans la voix. Ils connaissent la trajectoire de la patrouille, le timing des rondes, le point exact où le bruit du ruisseau couvre les pas. En quelques minutes, ils font ce qu'un bataillon aurait hésité à tenter. Puis disparaissent dans la nuit, comme si la forêt elle-même les avait avalés. Sur le champ de bataille, cet homme est un génie silencieux. Stratégie, patience, anticipation. Il sait quand attaquer, quand reculer, quand rester invisible. Il sauve des vies, protège des familles, devient un symbole vivant de courage pour ceux qui n'ont plus rien. Mais voilà ce que presque personne ne raconte. Quand les armes se taisent et que les canons cessent de rugir, une autre guerre commence pour lui. Pas dans les bois, pas dans les montagnes. Dans quelque chose de beaucoup plus banal et, en même temps, terriblement cruel, le monde de l'argent, des factures, des dettes, du « vous devez comprendre, monsieur, ce sont les règles ». Ce héros qui dominait les cartes militaires va découvrir qu'il ne sait pas lire une seule carte financière. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. Parce que ce qu'il va vivre après la guerre ressemble peut-être beaucoup à ce que toi, aujourd'hui, tu vis avec ton propre argent. Dis-moi, pendant que tu écoutes, quelle est, en ce moment, ta plus grande douleur financière? Garde-la en tête, car dans un instant, tu vas voir comment la guerre de cet homme va étrangement croiser la tienne. Il s'appelait Armand. Dans les archives jaunies, son nom apparaît à peine, noyé entre 2 rapports militaires. Mais dans les villages de montagne, on se souvenait de lui comme on se souvient d'une légende. L'hiver 1943, par exemple, la neige recouvrait tout d'un blanc silencieux, et pourtant, sous cette blancheur, chaque chemin, chaque grange, chaque pont était une pièce sur son échiquier invisible. Armand avançait dans la nuit, manteau sombre, bottes enfoncées dans la poudreuse. Autour de lui, 6 hommes, épuisés mais confiants. L'un d'eux souffla, en grelottant, « Tu es sûr de ton coup, chef ?» Ils sont plus de 50, on n'est que 7. Armand se retourna, les yeux brillants d'un feu étrange. « On n'a pas besoin d'être plus nombreux, répondit-il calmement. On a besoin d'être plus malins. Eux ont les chars. Nous, on a le terrain, le silence, et la peur qu'on leur inspire. » Il connaissait chaque courbe du relief, chaque ravin, chaque sentier de contrebande. Il avait passé des nuits entières, avant la guerre, à guider des troupeaux, à observer la montagne, à calculer mentalement les distances, les délais, les risques. Cette expérience, qui ne rapportait presque rien en temps de paix, était devenue, en temps de guerre, une richesse stratégique inestimable. Il savait où placer une embuscade, où piéger un convoi, comment faire croire à l'ennemi qu'ils étaient 100 alors qu'ils n'étaient qu'une poignée. Cette nuit-là, il avait repéré, sur une simple carte froissée, le point exact où la colonne ennemie serait la plus vulnérable, un virage serré, coincé entre une falaise et un ravin. Ici, murmura-t-il en traçant du doigt. Un seul camion arrêté, et tout le reste sera bloqué. C'est comme une ligne de domino. Tu touches la première pièce, le reste tombe tout seul. Il parlait de guerre comme d'une stratégie patiente, froide, presque mathématique. Pourtant, chaque décision avait un coût humain, et il le savait. Quand les camions apparurent au loin, étouffés par la brume, Armand leva la main. Tout s'immobilisa. Le silence était lourd, presque palpable. On n'entendait plus que les moteurs qui approchaient, réguliers, confiants.
Maintenant, souffle Athéil. En quelques secondes, tout bascula. Un arbre s'abattit, une explosion maîtrisée fit dérailler le premier véhicule, les hommes surgissant de l'ombre comme des spectres. 3 minutes plus tard, le convoi était neutralisé, les prisonniers désarmés, les vivres récupérés. Pas un seul de ces hommes n'était tombé. Ce soir-là, au coin d'un feu discret, l'un de ses compagnons le regarda avec admiration. « Comment tu fais pour tout prévoir comme ça ? On dirait que tu vois l'avenir. » Armand esquissa un sourire fatigué. « Je ne vois pas l'avenir, je vois les conséquences. Chaque choix est un pari. Tu acceptes de perdre un peu pour gagner plus tard. Mais si tu ne sais pas ce que tu risques, tu perds tout, sans comprendre pourquoi. » Ce qu'Armand ignorait, c'est que cette phrase, prononcée au milieu des montagnes en guerre, allait devenir, bien plus tard, la clé de la bataille qu'il ne savait pas encore qu'il allait perdre, celle de l'argent, de la sécurité, de la dignité en temps de paix. Car s'il était un génie de la stratégie quand il s'agissait de vies humaines, il restait totalement aveugle quand il s'agissait de sa propre survie financière. Et pendant qu'il gagnait ses combats héroïques, une question silencieuse se préparait déjà dans l'ombre, prête à le frapper au moment où les canons se tairaient. Que vaut un héros quand le bruit des armes s'éteint et qu'il faut, enfin, apprendre à vivre autrement. Dans les montagnes détrempées de l'Est, la nuit sentait la fumée, la terre, la peur. La lune se cachait derrière un tapis de nuages, comme ce elle-même hésitait à regarder. Au milieu des pins noirs, une silhouette avançait, silencieuse, presque en harmonie avec l'ombre. C'était lui. Le guerrier héros dont on raconte encore le nom à voix basse dans certains villages, comme une prière ou une légende. Son manteau était trop fin pour le froid qui mordait les os, mais il ne tremblait pas. Il connaissait chaque rocher, chaque tronc, chaque sentier comme on connaît les lignes de sa propre main. À quelques mètres derrière, une petite troupe de résistants peinait à suivre son rythme. L'un d'eux, essoufflé, osa murmurer. « Tu es sûr que c'est par là ? On ne voit rien. » Il se retourna, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. « La nuit est notre allié. Eux, ils ont les chars. Nous, on a la montagne, et à tête froide. » La tête froide. Ce soir-là, c'est elle qui allait sauver tout un village. L'ennemi avançait par la route principale, confiant, lourd, persuadé que personne n'oserait attaquer en plein hiver. Mais lui avait passé des jours à observer, à compter les camions, à écouter les moteurs, à mémoriser les horaires comme un commerçant mémorise ses clients. Autour de lui, les résistants s'installaient en silence. Une main qui vérifie une grenade. Une autre qui caresse le bois rugueux d'un fusil trop ancien. Le souffle des hommes formait des nuages dans l'air glacé. Il s'agenouilla derrière un rocher, déploya un petit carnet tout abîmé, des lignes griffonnées à la hâte, des chiffres, des points, des flèches. « Regarde, dit-il à un jeune qui tremblait, plus de trac que de froid. Ils pensent que leur force, c'est le nombre. Mais ils ont un point faible, cette courbe, juste avant le pont. Là, ils sont lents, obligés de freiner. C'est là qu'on frappe. Pas avant. Pas après. Parce qu'une bonne stratégie, c'est surtout une bonne gestion des ressources, même quand tu n'en as presque pas. » Il parlait de munitions, d'hommes, de temps. Mais écoute bien cette phrase. Tu ne trouves pas qu'elle ressemble étrangement à ce qu'on devrait faire avec notre argent aujourd'hui ? Quelques minutes plus tard, les premiers phares apparurent au loin, comme deux yeux jaunes qui déchiraient la nuit. Le grondement des moteurs faisait vibrer le sol. Il leva la main. Les hommes se figèrent. Chaque seconde s'étirait, longue, lourde, insupportable. Puis, au moment précis où le premier camion entra dans la courbe, il murmura simplement. « Maintenant !» La montagne explosa de lumière et de tonnerre. Les arbres renvoyèrent l'écho des tirs, les flammes dansèrent sur la route mouillée. Les camions, pris au piège, ne savaient ni avancer, ni reculer. En quelques instants, une colonne entière fut immobilisée. C'était impossible sur le papier. Et pourtant, le plan avait fonctionné, presque au millimètre. Plus tard, alors que le silence retombait et que l'odeur de poudre se mêlait à celle de la neige, un de ses camarades lui dit en riant nerveusement. « Comment tu fais ça, toi ? On dirait que tu vois la guerre comme une partie de jeu. » Il esquissa un sourire fatigué. « Ce n'est pas un jeu. C'est de la survie. Quand tu n'as ni armes, ni argent, tu dois apprendre à penser 3 coups en avance. Sinon, tu es déjà mort. » Cette nuit-là, il sauva des dizaines de vies. Il força l'ennemi à reculer, au moins pour un temps.
Dans les villages, on commença à le voir comme un fantôme protecteur, un esprit de la forêt qui apparaissait, frappait, puis disparaissait. On murmurait, tant qu'il est là, on a une chance. Mais lui, au fond, savait déjà une chose que personne ne voulait entendre, aucune guerre ne dure éternellement. Les balles finissent toujours par se taire. Et quand les fusils se taisent, une autre forme de bataille commence, plus sournoise, plus silencieuse. Une bataille pour laquelle, lui, n'avait reçu aucune formation. Tu t'es déjà demandé ce qui arrive à un stratège brillant, un maître du terrain, quand le champ de bataille disparaît du jour au lendemain. Ce qui se passe quand, soudain, il faut arrêter de compter les munitions, et commencer à compter l'argent qui n'existe pas. Les mois passèrent, puis les années. Les affiches de propagande disparurent des murs, remplacées par des vitrines colorées, des publicités pour des frigidaires, des voitures rutilantes, des crédits faciles. La ville où vivait désormais Antoine bourdonnait d'un nouveau bruit de fond, celui des machines à laver, des voitures qui klaxonnent, des conversations pressées à la sortie des bureaux. La guerre semblait loin, presque irréelle. Sauf dans sa tête. Un matin, il était assis à la terrasse d'un café, son vieux manteau militaire soigneusement boutonné, même au printemps. Devant lui, un petit carnet jauni, le même où il traçait autrefois des croquis de ponts, de routes, de points de ravitaillement. Sauf qu'aujourd'hui, les lignes représentaient des chiffres bancaires, des sommes rayées, des « à payer » encerclés plusieurs fois. Le serveur passa, déposa l'addition d'un geste rapide. Antoine regarda le papier, puis fouilla lentement dans sa poche. 3 pièces. Il sourit tristement. Quand il tendit l'argent, le serveur lui lança, presque sans y penser, « Vous savez, monsieur, vous devriez ouvrir un compte, prendre un petit crédit. Tout le monde fait ça, maintenant. C'est plus simple, plus moderne. » Moderne. Le mot lui resta en travers de la gorge. Il repensa à une nuit de 1943. Ils étaient 6 dans une grange glaciale, autour d'une bougie qui tremblotait. Sur une carte dépliée, il montrait à ses camarades les sentiers à emprunter, les points d'appui, les angles morts de l'ennemi. Si nous avançons ici, expliquait-il, ils croiront que nous fuyons. Mais en réalité, nous les mènerons exactement là où nous voulons. Y anticiper les réactions, calculer les risques, protéger chaque homme comme un général protège son dernier bataillon. Et maintenant, face à une simple facture d'électricité, il se sentait désarmé. Le soir, dans son petit appartement sombre, il étala sur la table de cuisine quelques feuilles volantes, quittances de loyer, billets de train impayés, une lettre menaçante de la banque. Sa femme, Claire, le regardait en silence. Elle finit par rompre le calme lourd qui les entourait. « Antoine, on ne peut pas continuer comme ça. On doit trouver une solution. » Il haussa les épaules, comme si la question était trop grande pour lui. « Quelle solution ? Ils nous avaient promis une pension décente. Ils ont oublié. Ils nous avaient promis de ne pas nous laisser tomber. Regarde. » Il tapota la pile de papier du bout des doigts. Voilà leur mémoire. Claire inspira profondément. Tu te souviens, dans le maquis, tu disais toujours qu'un plan mal préparé tuait plus d'hommes que les balles ennemies. Tu passais des nuits à tout organiser. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses pareil, mais avec notre argent. Il éclata d'un rire amer. Quel argent, Claire ? Il n'y en a pas. Comment veux-tu planifier le vide ? Et c'est là que se cache le piège dans lequel tant de gens tombent encore aujourd'hui. Nous croyons qu'il faut d'abord avoir beaucoup d'argent pour commencer à réfléchir comme un stratège. Mais sur le terrain, Antoine le savait, on commence justement à planifier quand on a très peu de ressources, parce que chaque erreur coûte cher. En paix, il avait oublié cette règle. Il n'avait jamais appris à lire un relevé bancaire comme il lisait une carte d'état-major. On ne lui avait jamais expliqué que les crédits faciles étaient des embuscades déguisées, que les achats impulsifs étaient des mines enterrées sur le chemin du mois suivant. Personne ne lui avait dit que l'inflation, les taux d'intérêt, les délais de paiement étaient, eux aussi, des ennemis à surveiller. Dis-moi, toi qui m'écoutes, quand tu regardes ton compte en banque, tu te sens plus proche de l'Antoine stratège du maquis, ou de celui qui ne comprend pas la facture posée sur la table. Parce que la vérité, c'est que, sans t'en rendre compte, tu peux être en train de vivre exactement la même bascule que lui. Une nuit, incapable de dormir, Antoine se leva, ralluma la lumière et reprit son vieux carnet. Il traça une ligne au milieu de la page. D'un côté, il écrivit « Revenus ». De l'autre, « Dépenses ». Une sorte de front,
comme autrefois. Il resta longtemps à regarder à page blanche, le crayon immobile. Puis, lentement, il commença à écrire. Il ne savait pas encore que ce geste, si simple, allait rouvrir en lui une porte vers le stratège qu'il avait été, mais cette fois, sur un champ de bataille invisible, celui de la vie financière. Jacques ouvrit le journal jauni avec des gestes lents, comme si chaque page pouvait se désintégrer entre ses doigts. Le café était presque vide, on entendait seulement le bourdonnement sourd des conversations lointaines et le tintement régulier des tasses. Il inspira profondément, puis lut à voix haute, plus pour lui-même que pour toi. 12 septembre 1944. Aujourd'hui, nous avons saboté le convoi près du pont. Les Allemands ne s'y attendaient pas. J'ai calculé le temps entre chaque ronde, le poids de la charge, la distance de repli. Tout s'est déroulé comme prévu. Un bon plan, c'est 70% de la victoire. Il s'arrêta, esquissa un sourire fatigué. Tu remarques, tu parlais déjà de stratégie, de calcul, comme un général. Il acquiesce, le regard perdu au-delà de la vitre embuée. Sur le terrain, je ne laissais rien au hasard. Je savais combien de munitions il nous restait, combien de jours on pouvait tenir avec le peu de nourriture qu'on avait. Je calculais le risque comme on calcule un budget. Sauf que... Il marque une pause, ses lèvres se crispent. Sauf qu'avec l'argent, je n'ai jamais fait ça. Tu penches légèrement la tête, tu veux dire quoi, exactement? Il referme le journal, le pousse doucement de côté, comme on enterre un passé trop lourd. Pendant la guerre, chaque franc que je trouvais ou que je gagnais en donnant un coup de main dans les fermes, je le dépensais aussitôt. On se disait tous, si je survis, je profiterai. Les lendemains n'existaient pas. On vivait au jour le jour. Et cette habitude, je l'ai gardée après. Il se redresse, pose ses coudes sur la table. Quand la paix est arrivée, j'ai eu mes premières vraies paix. Je me suis dit, je l'ai mérité. Alors j'ai payé des tournées, j'ai aidé tout le monde, j'ai acheté des choses pour combler le vide. Mais je n'ai jamais pris une soirée pour faire ce que je faisais dans la forêt, cartographier le terrain. Comprendre où allait mon argent, ce que je voulais vraiment construire. Il hausse doucement les épaules. Tu sais ce qui est ironique? Sur le champ de bataille, j'avais appris qu'on ne gagne jamais une guerre avec des réactions improvisées. Il faut une vision. Une carte. Des points de repère. Mais dans ma vie financière, je n'avais ni boussole, ni plan, ni carte. Juste des envies immédiates, des peurs, et cette petite voix qui disait « Tu ne sais pas combien de temps tu as, alors profite ». Il plonge son regard dans le tien, comme pour vérifier si ces mots trouvent écho. Dis-moi, toi, tu sais où va ton argent, réellement? Ou tu avances un peu comme nous, la nuit, sans lumière, en espérant que ça va passer? Tu as déjà pris le temps de t'asseoir, de tout mettre sur la table, comme on étale une carte avant une opération. Il se laisse retomber contre le dossier de la chaise, un sourire mélancolique aux lèvres. On croit que c'est compliqué, l'argent. On se dit, je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas l'esprit chiffre. Pourtant, pendant la guerre, je n'avais pas l'esprit chiffre non plus. J'avais l'esprit survie. Et l'esprit survie, ça commence par regarder la réalité en face. Il se tait quelques secondes, tandis que le serveur dépose discrètement une nouvelle carafe d'eau sur la table. Le clapotis léger casse le silence. Si j'avais, à l'époque, traité mes francs comme je traitais les munitions, ma vie aurait été complètement différente. Je ne te dis pas ça pour me plaindre. Je te dis ça pour que tu n'attendes pas, toi, que la guerre soit finie pour découvrir que tu as perdu une autre, plus silencieuse. Il caresse du bout des doigts la couverture du journal. Tu veux que je te montre comment une seule décision, un seul plan de bataille, qu'on n'a pas fait, peut enchaîner une vie entière. Parce que le vrai piège, il est venu juste après ça. Un soir d'hiver, des années après la guerre, Henri s'est retrouvé assis à la petite table branlante de sa cuisine. La même main qui autrefois dessinait sur le sol des forêts des plans d'embuscade traçait maintenant des colonnes de chiffres sur une facture d'électricité. Le papier tremblait un peu sous ses doigts. Pas à cause de la peur. Il avait vu mourir des hommes, il avait vu des villages brûlés. Non, c'était la fatigue, et ce poids sourd, invisible, la honte de ne pas comprendre comment survivre dans ce nouveau monde sans uniforme ni fusil. Au mur, une photo jaunie de son groupe de résistants. Des jeunes, des vieux, des sourires fiers, les yeux pleins d'avenir. Henri murmura presque pour lui-même, on a tenu tête à des chars, et je n'arrive même pas à tenir tête à un découvert bancaire.
sa voix résonna dans la pièce vide. Il ricana, un rire court, amer. Puis le silence revint, plus lourd que jamais. Ce qui lui manquait n'était pas le courage. Il lui manquait un plan. Pendant la guerre, il n'avançait jamais sans carte, sans repérage du terrain, sans plan B, C, parfois D. En finance, il avançait au jour le jour, comme un soldat qui se lancerait dans la nuit sans éclaireur ni boussole. Il encaissait sa petite pension, payait ce qui hurlait le plus fort la facture, le loyer, une dette ancienne et espérait que le mois se laisserait traverser comme par miracle. Mais l'ennemi était plus rusé qu'il ne le croyait, les intérêts, les retards, les petits frais, exceptionnels, qui s'accumulaient comme des mines invisibles sur son chemin. Un jour, à la poste, en faisant la queue pour payer encore une facture en retard, il entendit derrière lui la conversation de deux jeunes. L'un disait à l'autre, « Non, frère, tu dois avoir un plan. Moi j'ai mon budget sur papier, je sais où chaque euro va. Sinon, c'est comme partir en guerre sans stratégie. » Cette phrase frappa Henri en plein cœur. En guerre sans stratégie. C'était exactement ce qu'il faisait depuis des années. Il se retourna, observa discrètement le jeune homme au ton assuré, casquette, écouteur, l'air de quelqu'un qui n'avait jamais connu les bombardements mais qui savait manier quelque chose qu'Henri n'avait jamais appris, la guerre de l'argent. Ce soir-là, de retour chez lui, il étala sur la table non pas des cartes d'état-major, mais toutes ses factures, ses relevés, ses lettres de rehance. Une bataille en papier. Au début, il eut envie de tout balancer à la poubelle. Mais une petite voix, la même qu'il avait poussé jadis à se cacher dans les bois plutôt que de se rendre, susurra, « Tu as déjà appris à te battre une fois. Tu peux réapprendre maintenant. » Il prit un vieux cahier d'écolier, traça une ligne au milieu, d'un côté, l'argent qui entrait. De l'autre, celui qui sortait. C'était maladroit, brouillon, mais c'était un début de carte, une esquisse de stratégie. Et sans le savoir, Henri faisait ce que très peu de gens font dans leur propre vie financière, il dessinait enfin son champ de bataille. Dis-moi, tu as déjà pris ce moment, comme Henri, pour étaler ton propre champ de bataille sur la table. Pour regarder, s'enfuir, où ton argent entre et où il disparaît. Si ce genre de questions te remue un peu, reste avec moi. Car dans un instant, on va transformer cette confusion en véritable plan de résistance financière. Marc se pencha en avant, les yeux brillants. Tu vois, capitaine, ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce que vous avez perdu. C'est ce que vous n'avez jamais appris à gagner. Henri fronce les sourcils. Gagner. J'ai gagné des batailles, j'ai survécu aux balles, aux hivers sans feu, et tu me parles de gagner. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Marc hoche doucement la tête. Justement. Pendant la guerre, tu avais une stratégie. Chaque balle comptait, chaque homme avait une place, chaque pas dans la forêt était calculé. En argent, tu n'as jamais eu ce plan. Tu as avancé comme si la paix était éternelle et que l'argent finirait toujours par se arranger. Henri laisse échapper un rire amer. On nous a appris à mourir pour le pays, pas à vivre avec un budget. On me donnait des missions, on me disait où aller, quoi faire. Personne ne m'a jamais montré comment lire un contrat, comment économiser, comment dire non. Je croyais que refuser, c'était lâche. Alors j'acceptais tout, et je payais tout. Le silence retombe un instant. On entend au loin un chien qui aboie, une porte qui claque. Tu sais, reprend Marc, beaucoup de gens de ma génération font exactement la même chose que toi, sans forêt, sans fusil, mais avec leur carte bancaire. Ils se battent pour le regard des autres, pour paraître forts, généreux, pour ne pas décevoir. Et chaque fois qu'ils disent oui à une dépense qu'ils ne peuvent pas assumer, ils perdent une petite embuscade intérieure. Henri tourne la tête, intrigué. Une embuscade intérieure ? Oui, explique Marc. Pendant la guerre, tu choisissais le terrain du combat. Tu ne te battais jamais en plein jour, au milieu de la plaine, contre des chars. Tu attirais l'ennemi là où il était faible. Avec l'argent, c'est pareil. Si tu laisses les autres décider pour toi la publicité, la famille, les amis, la peur de paraître pauvre, tu te retrouves toujours à découvert. C'est comme marcher au milieu de la route, en plein jour, face au tank. Henri ferme les yeux un instant. On dirait qu'il remonte le temps, qu'il revoit ses hommes cachés sous les sapins, les cartes dépliées sur une caisse de munitions. Tu veux dire que, j'aurais dû dresser un plan de bataille, pour mon portefeuille ? Marc sourit. Pas seulement pour ton portefeuille. Pour ta liberté. L'argent, ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une honte,
ce n'est pas une trahison. C'est une ressource. Comme les vivres que tu cachais dans les granges, comme les armes que tu faisais circuler en secret. Mal utilisée, elle te trahit. Bien organisée, elle protège ceux que tu aimes. Henri garde le silence. Ses mains se desserrent lentement sur sa canne. Tu sais, Marc, je crois que la guerre ne s'est jamais vraiment terminée pour moi. J'ai continué à me battre, mais sans savoir contre qui. Peut-être, contre l'idée que je méritais de vivre en paix. Marc le regarde, profondément touché. Et toi, qui écoutes cette histoire, contre qui tu te bats aujourd'hui quand il s'agit d'argent? Contre les factures, contre ton passé, contre la honte de te sentir perdu, ou contre l'idée que tu ne mérites pas mieux? Il marque une pause, comme s'il laissait à celui qui écoute le temps de répondre intérieurement. Si tu te reconnais un peu dans Henri, reste bien avec nous. Dans un instant, je vais te montrer comment ce vieux capitaine a transformé, pas son passé, mais sa façon de se voir, et comment cela a changé, peu à peu, sa réalité financière. Et peut-être que, pendant que je te raconte tout ça, tu te demandes, d'accord, mais moi, dans cette histoire, je suis qui? Le soldat perdu, le général lucide, ou le héros qui s'ignore? Pose-toi cette question honnêtement, là, maintenant. Ou est-ce que tu es en train de gaspiller ton courage, comme lui a gaspillé ses dernières forces dans des petits boulots mal payés, au lieu de construire ta vraie liberté? Imagine un instant que Pierre soit assis en face de toi, à cette même table de cuisine où il comptait ses pièces. Il te regarde droit dans les yeux et te dit d'une voix grave, un peu cassée par les années, si tu dois faire une guerre, ne la fais pas seulement avec tes poings et ton dos. Fais-la avec ta tête. Apprends ce que moi, je n'ai jamais appris. Est-ce que tu serais prêt à l'écouter vraiment, ou tu hausserais les épaules en disant, je n'ai pas le temps, avant de retourner scroller, payer des choses que tu n'as pas les moyens d'acheter, pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à toi? La vérité, c'est que ton banquier ne va pas te sauver. Ton patron non plus. L'État encore moins. La seule personne qui peut transformer ta situation financière, c'est celle que tu vois chaque matin dans le miroir. Et ce n'est pas une phrase de motivation vide. C'est une loi de survie. Ceux qui n'apprennent pas les règles de l'argent, finissent par jouer dans le camp de ceux qui les ont écrites. Alors dis-moi, sincèrement, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande douleur financière? Les dettes qui t'étouffent doucement? Le salaire qui part avant même d'arriver? Cette peur poisseuse de vieillir sans sécurité, sans épargne, sans plan? Mets des mots dessus. Parce que tant que ça reste un nœud dans ta gorge, tu ne peux pas le défaire. Si tu ressens, ne serait-ce qu'un peu, cette brûlure dont je te parle depuis le début de cette histoire, ne laisse pas ça mourir avec la fin de la vidéo. Prends une seconde pour soutenir ce travail, et surtout, reste avec moi jusqu'au bout, parce que dans le prochain passage, on va transformer ce récit de guerre en quelque chose de beaucoup plus précieux, une route claire, pas à pas, pour que ta liberté ne soit plus seulement un souvenir héroïque, mais ton quotidien. Il resta longtemps silencieux, la médaille froide dans sa main tremblante. On aurait dit qu'il pesait 2 guerres au lieu d'une, celle qu'il avait combattue avec un fusil, et celle qu'il avait perdue avec son portefeuille. Puis il releva les yeux vers moi et murmura, presque comme une confession. Tu sais, personne nous a appris ça. On m'a appris à lire les cartes, pas les contrats. À compter les munitions, pas les intérêts. À protéger os camarades, pas mon propre futur. Sa voix se brisa. Dans la petite cuisine, la lumière jaune caressait les rides de son visage comme s'il s'agissait d'un vieux film projeté sur une toile de chair. Il eut un sourire amer. On m'appelait « le stratège » dans la forêt. Mais face à l'argent, j'étais un simple soldat sans armes. Je laissai ces mots flotter un instant. Parce que derrière l'histoire d'Es vieil homme, il y avait une question qui ne me quittait plus. Et toi, de quel côté tu es aujourd'hui? Du côté du guerrier lucide, ou du héros cansado qui ne sait même pas qu'il est en train de perdre une guerre silencieuse? La vérité, c'est que le monde d'aujourd'hui ne lague plus bomba, il envoie des crédits préapprouvés. Il ne te ancurala plus dans les tranchées, mais dans des abonnements que tu oublies, des achats por impulso, des comparaisons constantes avec la vie des autres. Le front de bataille s'est déplacé, mais les blessés, eux, sont toujours réaïs. Alors je voudrais te poser, à toi qui regardes ceci, une question que personne ne ose te faire à voix haute, où est-ce que ça fait mal, exactement, dans ta vie financière aujourd'hui? Est-ce la peur de ouvrir ton compte en banque? La honte de devoir dire « je ne peux pas sortir, je suis à sec ce mois-ci » L'angoisse de ne rien avoir de côté si demain tout s'écroule?
Tu n'as pas besoin de répondre pour me faire plaisir. Réponds pour toi. Mets des mots dessus. Écris dans les commentaires ta plus grande douleur financière actuelle, sans masque, sans décor. Parce que ce que ce vieux guerrier m'a appris, c'est que la honte isole, mais que le partage libère. Quand on nomme l'ennemi, on peut enfin tracer une stratégie. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu, même dans détails minusculos, prends une seconde pour laisser un like. Ça peut sembler insignifiant, mais c'est comme allumer une petite lanterne dans cette forêt de silence économique où beaucoup se perdent. Et si tu veux continuer cette marche, pas comme un soldat désarmé mais comme un stratège de ta propre vie, abonne-toi à la chaîne. Ici, on transforme des récits de guerre en cartes pour la paix financière. On va décortiquer d'autres histoires, d'autres héros oubliés, et à chaque épisode, on ajoutera une pièce à ton arsenal mental. Parce que la prochaine bataille dont on va parler ne se passe ni dans une forêt, ni dans une ville en ruine, mais dans un endroit que tu fréquentes tous les jours sans t'en rendre compte, ton écran, ton fil d'actualité, et la manière dont il manipule tes choix d'argent bien plus que tu ne l'imagines.